Aufzeichnung. Ok. And Alors, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue and live on YouTube now. à notre rendez-vous littéraire mensuel dénommé Digitally Yours. Digitally Yours qui donne la parole chaque mois à un auteur de la scène littéraire africaine. Donc, je m'appelle Jules Coché, je suis le responsable du département information et bibliothèque de l'Institut Goethe au Cameroun. Notre programme est offert par l'Institut Goethe de la région Afrique au sud du Sahara. Donc, aujourd'hui, nous aurons comme modératrice Edwige Dro. Mais avant de commencer, j'aimerais vous convier à écouter une dernière opus de la slameuse Lidl. Prenons du temps pour l'écouter et pour permettre à quelques personnes qui se sont mis en retard de nous joindre ou bien d'affûter leur technique. Donc, je m'en vais partager mon écran. Alors, ça vient. Idole. Comme toutes les femmes de mon quartier, elle a toujours le sourire. Elle porte en elle le secret des seules souffrances qui font rire. À chaque fois que je la croise, elle est lumineuse et pleine de vie. Mais la peur de l'amour des hommes est la peur de la nuit. Mais Sita ne fia plus ni les Nieman ni les Don. Elle l'a croisé en duo et espère que c'est le bon. C'est encore le début, elle hésite, doit être les langues. Mais comme l'amour est mot, elle se laisse aller et lang et lang. Au départ, c'est les cœurs, les baisers et les fleurs. Il lui promet solitaire, promet d'être son protecteur. Mais comme l'amour se décante, laissant derrière le monde parfait, elle réalise que le bien aussi peut faire du mal parfois. La love story veut tout de suite la vie de famille. On ne voit plus les poutres, mais on distingue les brindilles. Le mariage, pourquoi pas, le même toit, 9 mois plus tard. Le premier enfant voit le jour et brise la routine de leur soir. Mais les matas, on les dé, on les noue déjà dans tout le quat. Le romantisme se meurt, on ne veut plus d'où les oui des watts. L'agneau devient le loup, 3 ans après, il sort ses griffes. Et un soir de décembre, Sita reçoit sa première gifle. Plus le temps passe, plus les coups deviennent forts. Qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort, il la frappe encore et encore. Mais que dira le monde pour ses enfants, il faut qu'elle reste. Les vraies femmes, elles encaissent au fait un coup, ce n'est qu'un geste. On lui demande de supporter, comme si sa vie ne valait rien. Comme si son corps pouvait porter les coups du monde au nom des liens. Cette fois de plus, elle serait partie, si seulement elle avait su. Une chute de plus dans l'escalier, Sita ne criera plus.
Voilà. 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 Merci beaucoup. C'est cette dernière opus de la slameuse, l'idole, intitulée Sita. Et c'est ça Sita, qu'elle t'a pas eu le temps d'écouter depuis? pardon? Et c'est ça qu'elle t'a pas eu le temps d'écouter? Maintenant, je le découvre 2 avec minutes du... 52. 2 Très bien. minutes 52. Voilà. Très bien. Donc, poursuivons donc notre rencontre, mesdames et messieurs. Je m'en vais maintenant donner la parole à notre modératrice. Elle s'appelle Edwige Dro. Edwige, à toi la parole. Merci beaucoup, Jules. Je pense que Jules voulait découvrir l'idole avec nous. Et puis, il y a Kouya dans le chat là qui dit que voilà, c'est une artiste magnifique. Et j'ai le plaisir d'être aussi avec un autre artiste très magnifique, mon Gauze d'amour. Je tiens à dire qu'il y a de l'interprétation en anglais. J'ai aussi écrit dans le chat en anglais qu'il y a l'interprétation. Donc, je suis sûre que tout marche à merveille. Gauze, on va dans un long voyage de 1908 à 2031. Tu es prêt? Absolument. Tout d'abord, donne-moi le titre de ce roman-là, parce que dans ma tête, j'entends, je lis dans ma tête là-bas cocaïne, donc pardon, c'est pas cocaïne. Ouais. Donc, c'est absolument, c'est normal que tu dises cocaïne, parce que c'est fait pour que les yeux voient cocaïne, parce que le cerveau, il construit le truc derrière. Le mot, c'est compliqué. J'ai mis 2 A pour compliquer le mot. Bon, après, en fait, au fond, finalement, chacun peut prononcer comme il veut. Mais l'essentiel, c'est de voir cocaïne. Et puis après, en lisant, Ouais. pourquoi ça? On parle de ça. Ah ben oui, exactement. Mais si je vais dans toutes les Moi, bonnes par exemple, librairies. moi, par exemple, je Oui. dis cocoyane. Ça, c'est moi. Cocoyane. OK. Ma fille, elle dit cocoyans parce qu'elle aime faire bouger. Et mon fils, il n'en a rien à foutre, il dit cacoyan. Moi, je lis dans ma tête là-bas cocaïne. Voilà, très bien, ça marche aussi. Donc, Ce qui est important, c'est ce que le cerveau interprète. Ouais, donc en tout cas, j'ai vu ce que le cerveau a interprété chez moi là-bas. Donc, parle-nous de la naissance de ce livre. Pour ceux et celles qui sont là, connectés, qui ne l'ont pas encore lu, parle-nous de la naissance. C'est né comment? Je sais qu'il y a une dégustation du meilleur chocolat de toute ta vie, quelque part. Ouais, mais ça c'est la copulation, c'est pas la naissance. OK, OK, d'accord. Donc, Toute naissance commence par un acte sexuel quand même, sinon on a des êtres sexués, il se passe 2-3 trucs d'abord avant d'en arriver à la naissance. Et l'acte sexuel, c'était justement cette rencontre avec mon vieux pote Alain Porquet, qui dans son Bushman là-bas fait le produit moi je savais pas qu'il produisait du chocolat dans son Bushman. Et puis un jour j'en parle un peu dans une espèce d'avant-propos du livre. On a dégusté ensemble un chocolat qu'il faisait, quoi. Et je comprenais pas, en fait. C'était tellement simple à faire le chocolat que je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi on n'était pas capable de faire du chocolat depuis 100 ans, quoi. Et, je dois dire Oui, vas-y. Parce que le chocolat, c'est une seule chose. C'est du cacao, des fèves de cacao séchées, torréfiées, c'est-à-dire chauffées légèrement pendant un peu longtemps et ensuite écrasées. Globalement, c'est ça. Vraiment, c'est comme le riz, on pile et puis après, on mange le riz. Et nous, on n'arrive pas, tu vois. Donc, le jour où je découvre ça, moi, je découvre, quoi. Pourtant, moi, je viens de Gagnoa, une région qui produit du cacao depuis des décennies, quoi. Et je découvre à 50 ans que pour faire le chocolat, c'est ça qu'il faut faire. Et il y a des universités, il y a des ingénieurs en Côte d'Ivoire et tout ça. Il y a des cuisiniers, il y a tout ce qu'on veut pour faire du chocolat en Côte d'Ivoire, mais personne n'en fait.
Donc, c'est ça l'acte sexuel de départ. Et puis, c'est presque même un viol d'ailleurs. On peut dire, puisque je n'étais pas au courant, moi, je n'étais pas consentant pour apprendre ça comme ça. Et donc, voilà, donc, contre mauvaise fortune, j'ai fait bon cœur. J'ai porté la grossesse en me disant que, en fait, je vais parler de ça parce que ça doit être un discours de civilisation, pas juste un pamphlet comme ça. Je veux dire, parce que quand ça implique plus de 5 générations, c'est pas un pamphlet, c'est pas un article que tu fais, c'est quelque chose qui concerne une civilisation, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui se propagent des valeurs, des connaissances et tout ça. Et donc, moi, je me rends compte que depuis les années 20, 30, on se propage le cacao, 10, 20, 30. On se propage le cacao, donc ça fait partie de notre civilisation. Qu'on le veuille ou pas, je m'en fous que ce soit le colon qui l'a imposé ou pas. Et d'ailleurs, on dit que quand on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, c'est un malentendu, parce que le succès de ce pays repose en fait sur le cacao et le chocolat. Voilà, c'est juste ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire un film d'abord, un court-métrage. OK, d'accord. Ouais, bien. Ouais. Et donc, moi, je sais faire ça, écrire des films. Et donc, j'ai mis tout de suite en place une scène, quoi. Et puis, je me suis dit, mais putain, je ne vais pas faire comme d'habitude. Ce truc-là est trop important pour que je fasse comme d'habitude, c'est-à-dire que j'écris des films et puis je me débrouille pour les tourner. Et puis, les gens le regardent, ils ont des succès d'estime. Et puis, on dit, ah, mais go, c'est pas mal ton film. Et puis, après, on passe à autre chose. Donc, c'était ça d'abord. Et d'ailleurs, l'ami producteur à qui j'ai parlé de ça, il a dit, ah, mais ça va être compliqué ton truc à faire là. Il y aura des costumes d'époque et tout ça. Donc, tu vois, donc tout de suite, je dis, bon, en fait, il faut que j'aille plus loin. Je vais écrire une pièce de théâtre. Oui. Donc, à la base, Eh ben, dis donc, hein? voilà, c'est une pièce de théâtre. Et voilà ce qui se passe. Donc, après, je ne sais plus quoi, ça doit être les vacances d'automne ou genre de décembre. Moi, en général, pendant ces vacances-là, je vais voir mes enfants en France. Et puis, en jouant au basket avec mon fils, je me suis rompu le tendon d'Achille. C'est la blessure des gens qui ont 50 ans. Et donc, du coup, Je t'en dirai. j'étais cloué au lit sur un canapé avec un plâtre. Et puis, ce désir de faire cette pièce de truc-là. Et donc, le canapé était une espèce de scène, parce que je ne pouvais pas bouger. Il était une espèce de scène et j'ai tout imaginé à partir de ce canapé rouge. Toujours rouge. Ma couleur politique. Ah, Bah oh. ouais. Et donc, c'est à partir de ce canapé-là que j'ai imaginé cette pièce de théâtre-là. Et comme je n'avais jamais écrit de pièce de théâtre, moi, je n'avais qu'une seule référence de pièce de théâtre que j'ai adoré à lire, pas à regarder, à lire. À lire, OK. C'était la pièce de Wole Soyinka, La mort et l'écuyer du roi. Oui. En anglais, c'est King's Horseman Death. C'est ça. En anglais, je crois que c'est King King's Horseman Horseman Death. Voilà. Et pour moi, c'était la seule pièce que j'avais réussi à lire. Donc, je me suis dit, lire, Shakespeare, tout ça, j'aime pas. J'aime pas lire. Molière, tout ça, j'aime pas lire. Bah oui. Mais par contre, j'aime les voir. D'accord. OK. Et donc, il y avait la mort et l'écuyer du roi à gauche, là. Et puis, il y avait mon ordinateur à droite. Liberté et égalité à checker. C'est comme ça que s'appelle mon ordinateur. Et j'ai écrit la pièce la plus classique possible. La plus classique possible. Donc, avec les personnages, les didascalies, les mises en scène, les tableaux, les rideaux, le bruitage. J'ai écrit une putain de pièce de théâtre. Et quand j'ai fini, c'était plutôt pas mal. Et puis, je me suis dit quand même que c'était bien trop classique. Je n'ai encore jamais écrit quelque chose de classique. Aucun de mes bouquins n'est classique. Donc, je me suis dit que je n'allais pas commencer avec ça, quoi. Je savais qu'il fallait que je détruise le théâtre à papa parce que personne n'aime lire le théâtre. Et moi, je voulais qu'on lise. Moi, je voulais qu'on lise cette pièce. Je voulais qu'on lise cette pièce
qu'on la voit, et puis que ce soit aussi une espèce d'essai aussi, d'essai politique. Donc c'est comme ça que donc je voulais tuer le théâtre à papa, globalement. C'est ça mon plan. On m'entend toujours là ou pas? Allô? Très bien, On m'entend? très bien. Ok. Donc je voulais tuer le théâtre à papa. Seulement, Edwige, on ne l'entend plus. Donc, tu peux continuer, espérant D'accord. qu'elle va nous rejoindre bientôt. D'accord, donc je continue. Oui. Et donc, je voulais tuer le théâtre à papa, mais vraiment le théâtre classique, machin. Donc, je voulais virer les didascalies, des choses comme ça. Je voulais faire un texte à la Gauze, en fait, globalement. Parce que j'ai encore jamais écrit quelque chose de classique. Debout payé, c'est pas classique. Camarade papa, c'est pas classique. Black Manou, encore moins. Je n'allais pas commencer par un texte comme ça. Même si dans ma tête, je me disais que c'était du théâtre. Et donc, j'ai laissé mûrir la chose. Et je me suis rendu compte, en tout cas, j'ai compris que pour cette pièce-là, et d'ailleurs pour beaucoup de pièces, que ça pouvait être un long monologue. Une pièce de théâtre, ça peut être un long monologue d'une personne schizophrénique, c'est-à-dire qui imite des personnes. Et donc voilà, donc si ça pouvait l'être sur scène, ça veut dire que ça pouvait l'être en roman. Donc c'est comme ça que vraiment, l'accouchement a été difficile. Enfin, l'enceinte-âge a été facile, mais l'accouchement a été difficile finalement, parce que je ne voulais pas rendre une lecture classique. Et puis, j'ai trouvé l'idée vraiment une semaine avant d'aller à l'impression. Et mes éditrices, elles ont eu des sueurs froides. Donc voilà un peu l'histoire de la naissance de ce livre. D'ailleurs, ce n'est ni un roman, ni une pièce, ni un essai, c'est un livre. Voilà. Et je suppose que la discussion avec l'éditeur devait être très compliquée. Absolument pas. Absolument pas. Parce que je ne suis pas un primo-écrivain. Tu vois, les gens, j'ai quand même démontré 2-3 petits savoir-faire. Et les gens peuvent se dire, ah, peut-être que lui, il sait faire 2-3 choses. Et ça, c'est de 1. Et de 2, en plus, mes éditeurs, en fait, ce sont mes éditrices. À l'Arche, il n'y a que l'ego. D'ailleurs, je dis rarement à mes éditeurs, je dis l'ego. Donc, l'ego de l'Arche, elles ont juste fait confiance à ma capacité de... Enfin, elles m'ont fait confiance parce que je leur ai demandé de me faire confiance pour exploser le théâtre papa. Elles voulaient ça. Moi, je voulais ça. Et donc, à un moment donné, je leur ai dit, elles m'ont dit, c'est bien, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? J'ai dit, mais justement, moi, je vais aller plus loin que la pièce de théâtre. Mais j'ai une idée, faites-moi confiance. Et elles n'ont plus rien dit. Jusqu'à une semaine, hein, vraiment. Hein. Genre, le livre est parti en impression le 15 septembre. Je pense que j'ai dû le rendre le 13 ou le 12. Et quand j'ai rendu le texte final le 13 ou le 12, je l'ai rendu tel que là dans le roman. C'est-à-dire que je n'ai pas imaginé que l'écriture, j'ai imaginé la forme des lettres, les italiques, le rangement et tout ça. En fait, parce que tout ça c'était une construction vachement pensée, en fait. Et quand je leur ai rendu ça, aucune d'ego n'a moufté. Personne n'a dit quoi que ce soit. Et j'en étais même inquiet. Je me suis dit, mais quand même, c'est bizarre. Et quand je les ai appelés, j'ai dit, alors le texte, ben, elles m'ont dit, mais tu nous as dit de te faire confiance. On t'a fait confiance. Tu nous as rendu un beau texte qu'on aime. Et puis, donc voilà, nous, on n'avait pas. Donc, on a eu confiance, donc c'est fini. Donc elles n'ont même pas dit, ouais, c'est bien, quoi. Et j'ai aimé ça aussi. Donc voilà. Ouais. Donc, en tout cas, c'était un très beau texte. Hein. Bah, j'en sais rien, mais. Non, moi, je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que c'est un très beau texte. Et quand je le lisais, je le rélisais encore, je dis, mon Dieu, on avait pensé que... Qui aurait pensé qu'une affaire de cacao, donc d'agriculture, serait une intrigue politico, avec tout ce qui va avec.
et qu'on empêche les gens de se réaliser. Je suis en train de penser à ce personnage-là, Marchand, c'est son nom, hein, à vous tous. Marchand qui est bon marcheur, beau parleur, donc qui arrive dans la colonie avec cette mission-là et qui, au début du bouquin, nous parle de sa tombe, n'est-ce pas? Oui, tout à Pour nous fait. parler voilà, que, Tout à fait, tout en à fait. fait, créer une colonie, c'est vraiment pas compliqué, on n'a pas besoin d'armée. Bah, bien sûr, mais ça, ça je ne l'invente pas. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui nous est arrivé. On Mhm. a, on a, on a tué des gens, il y a eu de la violence, hein, mais Oui. c'était pas un truc, c'était pas une guerre, quoi. La colonisation n'a jamais été une guerre. D'accord? La Mhm. colonisation, c'est un état d'esprit. Ça n'a jamais été une guerre. Marchand, c'est un personnage historique qui a existé. Jean-Baptiste Marchand. D'accord. Mhm. Jean-Baptiste Marchand, tout le monde connaît, on a tous fait, on a vraiment eu des études difficiles, hein. Tout le monde connaît le truc de Fashoda. Oui. À Fashoda, donc c'est les colonisateurs anglais, français rencontrent les colonisateurs français qui font leur trek Mhm. d'est en ouest, rencontrent les colonisateurs anglais qui font leur trek de nord à sud, dans un endroit qui est à peu près Mhm. au centre de l'Afrique, dans le Tchad là-bas, qui s'appelle Fashoda, au nord du Tchad et au sud du Soudan. Fashoda. Mhm. Et donc, dans nos études, nous les Ivoiriens, moi j'ai appris ça à l'école, en 5e ou en 4e. Donc, la petite armée coloniale française, faite de Mhm. tirailleurs, a résisté aux barbares soudanais, soutenus par les Anglais. D'accord? Donc, ils étaient genre une Mhm. centaine, ils ont résisté contre des milliers, ils ont gagné la guerre militaire. Et derrière, les politiques français ont concédé la victoire aux, aux Anglais et leurs barbares soudanais. Et donc, c'était un grand traumatisme dans le collectif national français du Mhm. 19e siècle. Donc, et Jean-Baptiste Marchand, ouais, est devenu le héros de ce truc-là. Donc voilà. Sauf que Jean-Baptiste Marchand, il était en Côte d'Ivoire avant de faire ce truc-là. À Grand Bassam, où D'accord. j'habite, à Grand Bassam, où j'habite, à 400 mètres de chez moi, il y a une rue Jean-Baptiste Marchand qui a conquis les Baoulés, qui a tué des abeilles, qui a empêché Samori de descendre dans la forêt et tout ça, et ensuite Mhm. qui est parti au Gabon. Donc Jean-Baptiste Marchand, il a une rue à 400 mètres de chez moi, 62 ans après les indépendances. Donc c'était facile Ah oui, de, ok. de convoquer un mort qui est mon voisin. C'était facile. Et donc, pour Ouais. moi, il s'appelle Marchand. Quand il s'appelle Marchand, c'est le Mhm. bien nommé Jean-Baptiste Marchand. Parce que la colonisation, c'est une œuvre marchande, pas militaire. Mhm. D'accord? C'est vraiment Mhm. une œuvre Mhm. capitaliste. Capitaliste. L'idée, c'est de fournir la machine industrielle européenne qui est en révolution au 19e siècle en lui apportant de la matière première, d'où que ce soit. Mhm. Donc, ils mettent en branle le système de l'État, les militaires, les machins, pour trouver des gens, des territoires où il y a de la matière première. Et Jean-Baptiste Marchand, donc il est militaire, mais en fait, il travaille Mhm. pour le capital, pour le marchand. Voilà. Donc, pour moi, c'était le symbole magnifique. Donc c'est pour ça que Mhm. je l'ai utilisé un peu comme une espèce de fantôme qui dit, c'est quoi la colonisation? La colonisation, il y a eu très peu de guerres. Il y a eu très peu de guerres. Mhm. Et d'ailleurs, elle s'est passée relativement tard. C'est à la fin du 19e siècle. L'Afrique est à 2 encablures de l'Europe. C'est la révolution marchande. C'est la révolution capitaliste qui lance la colonisation. Avant ça, c'était la traite des esclaves. Je ne dis pas l'esclavage, c'est la traite. Mhm. Mhm. Une autre entreprise commerciale. Il n'y a pas de philosophie dedans. Il n'y a pas de culture dedans. C'est une entreprise commerciale. Donc, il commence par la traite des esclaves qui donne de l'argent, suffisamment d'argent et de capitaux pour que les gars puissent inventer la machine à vapeur.
Quand la machine à vapeur est inventée, ils n'ont plus besoin de bras. Ils abolissent l'esclavage, pas par humanisme, parce qu'ils n'ont plus besoin de bras. Maintenant, ils ont besoin de la matière première, d'où les bras qu'ils ont pris avant là, venaient. Donc, ils envoient des gens là-bas. C'est pour ça que ça se passe à la fin du 19e siècle. Et marchand, le fait d'être militaire et de s'appeler marchand, pour moi, c'était la symbolique parfaite. Voilà. Je dois dire que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Rentrons un peu dans le roman. Donc, Marchand qui nous parle de la colonie, de la création d'une colonie, mais qui maintenant n'est plus en train de tellement reposer en paix parce qu'il y a des papas et des mamans quelque part là, à Trècheville, voilà, dans le présent, qui sont en train de mettre des idées dans la tête de leurs enfants, notamment à propos de ce chocolat, 200 grammes de la tablette de chocolat qui est vendue à 600 francs. Donc, c'est ce papa-là qui est assis à Trècheville avec sa fille, n'est-ce pas? Ils sont en train de regarder un match de football. Il est 16 h, c'est l'heure du goûter. Et la fille, bien sûr, veut son chocolat. Et on a toute cette conversation-là autour du fait que nous, donc le papa qui dit à sa fille, que nous n'avons pas été fichus de fabriquer une tablette de chocolat. Donc, ça, ce n'est pas du panafricanisme avec notre passé glorieux. Hein. Il y a la révolte ici aussi dans ce roman et le besoin de se regarder aussi dans le miroir pour dire on a accepté un peu tout et n'importe quoi. Bonne analyse ou… Tout à fait, tout à fait. Bien, c'est exactement, c'est parfaitement vu, Edwige. C'est parfaitement vu. Pourquoi ça commence à Trècheville? Parce que Trècheville s'appelle Trècheville. C'est le nom, c'est-à-dire l'un des quartiers les plus populaires d'Abidjan, l'un des quartiers qui a donné sa culture à Abidjan, porte le nom du colon. Même encore 62 ans après. Trècheville. Et donc moi, c'était bien, pour moi, c'était important que la révolte naisse dans la tête des gens à Trècheville, parce que c'est un joli symbole. C'est dans l'œuf de la turpitude que va venir le calme. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, quoi. Donc ce père-là, il joue pas au foot, il regarde pas un match de foot. Il joue à la PlayStation. Ah, d'accord. Avec sa fille. Il joue à la PlayStation avec sa fille. Et à la PlayStation, tu peux choisir tes joueurs. Quand tu joues à la PlayStation, tu peux composer une équipe libre. D'accord? Et le père, il joue avec une équipe composée de joueurs qui sont morts. Des vieux joueurs. Les Gerd Müller, les Garincha, les Pelé, tout ça. Et la fille joue avec une équipe de 11 joueurs qui est le même joueur, Didier Drogba. Ouais. Elle a 11 Drogba sur le terrain. Et elle perd le match quand même. C'est ça le truc. C'est ça la position dramatique. Elle a 11 Drogba dans le match et elle perd le match contre son vieux père qui joue avec des vieux joueurs. Et c'est là que commence la leçon. Du père, et c'est là que commence la leçon. Du père à la fille. Et donc, quand intervient l'heure du goûter, le père, il est déjà dans la logique de dire que, en fait, la leçon commence par dire que, en fait, on a besoin de toutes les énergies, mais il faut qu'elles soient différentes. Quand tu prends 11 Drogba, c'est 11 personnes qui savent faire que la même chose. Pour qu'une équipe marche, il faut qu'il y ait des moins bons. Il faut que tout le monde apporte sa part, mais y compris les plus faibles. C'est pas une caricature, l'union fait la force. Nous sommes les descendants d'une civilisation de type communiste. C'est-à-dire dans laquelle on partage toute la force et on partage le fruit de la force de façon plus ou moins égalitaire, beaucoup plus que moins d'ailleurs. D'accord? Et donc c'est un peu ça que le père ramène à sa fille. C'est pour ça que ça commence à Trècheville. En fait, je me rappelle plus ta question aussi. Non, c'était pour… c'est le fait que Marchand ne repose plus en paix parce que quelque chose maintenant est en train de lui échapper. Il pense que la colonie est acquise, même l'indépendance, écoute, ils n'ont rien fait avec leur indépendance, donc on les maîtrise
Mais il y a des histoires qui sont en train de se raconter et qu'ils n'aiment pas trop. Donc, c'était ça, en fait, mon Tout à point, fait, ma tout à fait. question. Mhm. Et, Mais, et c'est... donc, Ouais, dis-moi. mhm. Non, non, j'allais dire, et donc le père qui raconte, qui veut maintenant raconter l'histoire, et on va en 1908, en fait, où D'accord. la culture est introduite, mais on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai vraiment aimé cet extrait-là. Ça va de la page 45 à la page 48. C'est un long extrait, mais en fait, les personnes de Cocoland, qu'on veut transformer en Cocoland, ne savent pas à quoi sert cette plante amère, en fait. Et je pense qu'à la fin, il y a une dame là qui décide que, bon, peut-être qu'on va emmener nos plus intelligents à l'école pour qu'ils sachent ce que c'est, C'est la grande n'est-ce pas? royale. C'est la grande Voilà, royale. voilà, En ça va en faire fait, penser à la grande c'est royale. l'équivalent de la grande royale. Mhm, Apprendre à lier le bois au bois pour triompher même sans avoir raison. Donc cette femme-là qui s'appelle Onozo, elle s'appelle voilà, on Monozo. en sort. Uh-huh. Monozo. Voilà, après, en fait, elle n'est même pas obligée d'avoir un nom puisque j'enlève tous les noms. Donc c'est bien que tu dises la grande dame là. Et oui, tout à fait. Donc le père raconte l'histoire. Mais en fait, le plus intéressant, Mhm, moi, je n'invente rien. J'ai juste de l'empathie. Je n'invente rien, j'ai juste de l'empathie. Bon, après, tout le monde n'est pas ivoirien, tout le monde n'est pas oui. africain dans le chat. Mais mettez-vous à la place de vos grands-parents. Au Sénégal, quand on leur dit de planter de l'arachide, au Burkina Faso, quand on leur dit de planter, Mhm. euh, au Kenya, quand on leur dit de Au planter du Kenya, thé, oui. au Libéria, quand on leur dit de planter de l'EVA, d'accord? Au Ghana, Mhm, quand on leur dit de planter du café, d'accord? mhm, Mettez-vous à la place de ces gens. Nous sommes issus d'une civilisation qui est complètement immatérielle, mais qui fait des choses concrètes systématiquement. Quand on plante, c'est pour manger. mhm, C'est pour manger. Ou bien pour prier les dieux, ou bien pour soigner. mhm, Il n'y a pas d'autre alternative. Manger, c'est-à-dire se nourrir de quelque chose. Et manger, il mhm. n'y a rien de plus culturel que manger. Il n'existe rien de plus culturel que manger. En Éthiopie, en 84, quand les gens faisaient We are the world et qu'on disait que les Africains ont faim et que toute l'Europe apitoyée et apitoyante a dit qu'on doit Ouais. ramener de l'argent et à manger aux gens, ils ont ramené du maïs aux Éthiopiens. Mais personne n'a demandé ce qu'ils voulaient manger. Ils leur ont Non. ramené du blé. Donc les gens, ils ont continué de mourir parce qu'ils ne mangent pas de la farine de maïs. Mhm. Tu vois jusqu'où ça va? Les gens continuent de Ouais. mourir parce qu'ils ne mangent pas de la farine de blé. Ce qu'ils veulent, c'est leur espèce de sorgho éthiopien qui donne une pâte noire Mhm. sur laquelle ils vont couler leur délicieuse nourriture. C'est ça qu'ils Exactement, on appellent. veut de injera, Voilà, pas de voilà. la pâte de maïs. À, Oui, et Gagne- oui, c'est vrai, c'est un roman. à Gagnoa, à Gagnoa, en pays BT, à Gagnoa. On est en dessous de l'équateur, il pleut Mhm. 2 mètres d'eau par an. Il y a à peu près une saison, c'est la saison des pluies. Les terres sont inondées, riches, fertiles en permanence. D'accord? Mais à Gagnoa, chez Mhm. nous les BT, il existe une saison de la faim entre janvier et avril à peu près. Pendant 4 mois, les gens ont faim. Tu sais pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas à manger. La forêt, là, tout pousse là-bas. Oui, exactement. Mhm. C'est parce qu'il n'y a pas de riz. C'est ça notre culture. Manger, c'est culturel. Si manger n'était pas culturel, on allait manger des mouches et des cafards. Parce qu'un apport protéinique, c'est du pur apport Mhm. protéinique. D'accord? Manger, c'est de la culture, c'est de l'intelligence, c'est de la beauté du geste. Donc, imagine quand tu introduis une plante comme le cacao que personne ne mange.
imagine la violence que ça représente pour eux. D'accord? Donc, j'ai eu Que juste de personne ne l'empathie. mange, que personne ne peut se soigner avec. Voilà. Et personne ne peut prier avec. Voilà. Donc, j'ai eu juste de l'empathie en me disant, ben oui, ils sont pas plus cons que nous. Ils ont dû se poser la question. Et au village, dès qu'une question concerne plus de 5 personnes, ça finit en conseil pour le fameux arbre à palabre. Donc, c'est juste cet arbre, j'en ai assisté, j'ai assisté à des dizaines de conseils, c'est juste cet arbre à palabre que j'imagine. Voilà. Et c'est comme ça que je plante la scène en 1908. 1908 est une date importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le fameux début de ce qu'on appelle dans l'histoire de la coloniale de la Côte d'Ivoire la manière forte. Avec Engoulevent et ses gens. Engoulevent, voilà. Engoulevent, voilà. Engoulevent et ses gens. Tu sais, c'est une histoire, c'est un récit très, très ivoirien, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, un Kenyan peut s'y retrouver, un Rwandais peut s'y retrouver. Et Tout moi, mon pincement au cœur, en fait, ça a été, tu vois, tu parles de Anne Raji, qui dit à la page 63, je pense, dans le livre, il faut que je lise ça parce que ça m'a tellement... lis. Attends, c'est juste un petit extrait et j'espère que Zoom ne va pas me jeter parce que depuis, ça me jette en fait. Alors, tu veux que je te le dise, ils sont en 1900, ouais, lis-le-moi, ils sont en 1944, ils sont à Trècheville. Ah, donc là, les enfants sont allés à l'école et on attend Djaha, qui bien sûr qui est Oufoué-Boigny. C'est ça, non? Ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, il y a Oufoué-Boigny et bah, si tu l'as, tu peux. Tu m'as dit, quelle page 72? 72, c'est ça? 63. 63. Très bien. 63. 63. D'accord. Ah oui, j'ai vu. Et donc, on attend Djaha pour arriver et elle dit, oh, moi, Anne Raji, sans avoir une ascendance aussi prestigieuse, je ne cache à personne ce que Djaha représente pour moi et je préférerais mourir plutôt que salir son nom ou laisser quelqu'un le faire. Non, j'ai eu ce pincement au cœur parce que je pense que c'est la même Anne Raji de 47, de 49, mais aussi de 63. La seule femme qui a été jetée en prison en 63 alors que vous pouvez clamer ces fameux complots. Tout à fait. Alors, ouais, mais je le truc. Oh, moi, Anne Raji, sans avoir une ascendance aussi prestigieuse, je ne cache à personne ce que Djaha représente pour moi. Je préférais mourir plutôt que salir son nom ou laisser quelqu'un le faire. Je dis juste que la carcasse de l'animal qui pourrit n'est pas toujours là d'où vient la mauvaise odeur. Alors, donc tu vois, donc 1908, ça c'est la réunion sous l'arbre à palabre. Donc, cette réunion là est dirigée par une femme. La fameuse Onozone, la fameuse grande royale de la brousse. La grande dame, la grande royale. Voilà. Donc, on est en 1908 parce que c'est comme ça qu'on est. Ce sont les femmes qui nous dirigent. C'est pas une caricature. C'est ça, le fameux patriarcat, là, il n'existe pas, en fait, en tout cas pas sous le même nom, dans l'Afrique traditionnelle. Pas dans l'Afrique traditionnelle que les gens se sont inventés maintenant. Dans la vraie. Dans la vraie. D'accord? Pas dans l'Afrique traditionnelle des. Non. Non, c'est les trucs de plaisantins, là. Non, pas celle-là. D'accord? La vraie Afrique. Tu vois, celle de nos vrais parents. C'est celle où, voilà, où on aimait les valeurs. Et donc, ça, c'est 1908. En 1944, c'est les hommes qui ont le pouvoir. En moins d'une génération, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Donc, ça se passe, c'est la réunion du syndicat agricole africain, du SAA. Et encore une fois, c'est une réunion autour du cacao. Donc, l'idée de cette réunion du SAA, là, c'est fondatrice. C'est une réunion qui a vraiment existé. Absolument. Tous les protagonistes que je cite dans cette réunion-là ont existé. Djaha. Et leurs descendants existent encore. Loboué.
Cassidiel, Dadier. Dadier, Gabriel Dadier, le papa de Bernard, Oui. qui était l'amant de Fété dans la vraie vie. Fété a vécu à Bassam sous le toit de Dadier. Donc ça, c'est des histoires qu'on ne vous apprend pas à l'école. On vous apprend Soundiata Keïta et ses copains les Arabes, on vous apprend l'empire du Sodraï, mais vous ne savez pas d'où viennent les gourous. Et vous ne savez pas qui a créé le syndicat agricole africain. Bon, on vous apprend l'histoire coloniale globalement, on ne vous apprend pas votre vraie histoire à l'école. D'accord? Cette réunion-là a vraiment existé. D'accord? Et dans cette réunion, à l'époque, il n'y a pas de femmes. Il y a des hommes mâles, africains, noirs, en costard, cravate déjà, qui décident du destin de tout un peuple. D'accord? Et moi, la révolution, c'est que j'introduis Raji dans cette réunion. J'introduis Marie Corée dans cette réunion aussi. Tu vois? Et puis, il y a l'oreille de Fété qui traîne là-bas, qui va récupérer le football après. D'accord? Et donc, tu vas le récupérer. Et dans cette réunion, ce qui se passe, c'est que les planteurs africains se rendent compte qu'ils sont les éléments de la société coloniale les plus naturellement indépendants, paradoxalement, à cause du cacao. Mais ils sont au sein d'un syndicat agricole qui s'appelle la SACI, le syndicat agricole de Côte d'Ivoire, dans lequel il y a des blancs et des noirs. Et au sein de la même association, on achète le cacao des blancs 2 fois plus cher que le cacao des noirs. Les blancs, c'est qui? C'est les gens qui sont là, hein. Les Joss, les Armands, les Billons, c'est les mêmes blancs qui sont là. Les blancs de la colonie, là. Les Billons, là, ils sont à la SACI. Ils sont tous avec Houphouët-Boigny et Gabriel Dadier. Et donc, mais les travaux forcés, là, on l'invente pour pouvoir nourrir les plantations privées des Blancs qui tiennent des plantations de cacao en Côte d'Ivoire. C'est hyper important dans le peuplement de la Côte d'Ivoire. D'accord? Hyper important. Et donc, il y a les Houphouët-Boigny et compagnie, avec son frère Augustin, eux, ils sont dans le syndicat. Et donc, eux, leur premier acte de rébellion politique, c'est de revendiquer pour leur poche, en disant que nous, on veut que notre kilo de cacao soit acheté au même prix que le kilo de cacao des Blancs qui sont avec nous. C'est ça leur première revendication. Et n'oubliez pas que le SAA, ça donne le RDA derrière. C'est ça qui devient le RDA. Et donc, au milieu de ce tohu-bohu capitaliste, il y a un vieux, Gabriel Dadier, qui dit, ouais, les enfants, vous avez raison de vouloir réclamer le truc, mais nous, on est suffisamment riches. Mais nous, on est suffisamment riches déjà par rapport à nos concitoyens. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on est les seuls Africains qui n'avons pas de patron blanc. Parce que le commis, il a un patron blanc. L'instituteur, il a un patron blanc. Le médecin, là. Le médecin, il a un patron blanc, etc. Ce sont les premiers. Et ça passe encore par le cacao. Donc, les mouvements d'émancipation sont nés aussi dans le cacao. C'est ça qui est génial. Et ils sont nés sans tenir compte de la vie des femmes, entre les hommes là-bas. C'est pour ça que j'ai forcément introduit les filles là. Voilà. Et tu as bien fait de l'introduire. Je suis très consciente de l'heure, mais tu disais tout à l'heure que Fété a récupéré Dja. Donc, quittons en 1944, on fait 1960, indépendance, cha-cha-cha. On a 1908, on a 1944, on a indépendance, cha-cha-cha. Mais je veux parler de la récupération qu'elle a faite de son frère en 1985, alors qu'il décide de stocker tout le cacao là, pour espérer faire grimper le prix. Et elle lui dit, vous les hommes, vous avez recousu notre histoire en des pantalons tellement larges qu'avec l'étoffe qui en reste, nous les femmes, on ne peut même pas coudre une mini-jupe. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Te souviens-tu de ce que je te disais le jour où vous dansiez l'indépendance? Bon, on ne sait pas quel conseil elle aurait suggéré à son frère,
Mais il y a Marchand, un nouveau Marchand cette fois-ci, qui rentre dans le bureau. Marchand qui vient parler des plans d'ajustement structurel en 85. On est en 85. Le même nom revient, hein? Le Ouais, même mais nom oui. revient. Mais parce que le marchand, c'est le même. C'est le même, le marchand. Et d'ailleurs, le marchand, il n'est pas seul. Jean-Baptiste Marchand, le marchand, Non, il est non, toujours il avec avait Goba Diouf. Voilà. Et j'ai fait exprès, c'est un nom composé. Goba, c'est un nom de la forêt. Diouf, c'est un nom sénégalais. Donc, les Goba Diouf, là, ce sont tous les Africains qu'on met en face d'autres Africains pour exécuter la volonté du blanc. Comme ça, tu ne te retournes pas contre le colon, contre le blanc. Bah non. Tu te retournes contre des figures qui te ressemblent. D'accord? Avec lesquelles tu partages. Qui sont toi. Qui sont toi. Donc, tu vois, c'est Ouais, un peu plus compliqué. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça que Marchand, il est toujours. Donc, lui, il est lieutenant, ou bien officier, ou bien il est directeur. Et puis, il a toujours un sous-directeur, Goba Diouf. Toujours. Ouais. Quand il est officier, qui est bien africain, là. Voilà. Il a un adjudant, Goba Diouf. Et donc 1908, la méthode forte. 1944, les indépendants, les syndicats qui en amènent le plus grand parti anticolonialiste, le RDA d'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça. Donc, 1960, les indépendances. Quelle honte, ce truc. Où on danse. Quelle honte. Mais vraiment, ils ont déconné nos parents, mais c'est pas grave. Quelle honte. Et 1985, la fameuse crise de la détérioration des termes de l'échange. D'accord. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que, bon, écoutez, les amis, on va vous empapaouter encore une deuxième fois ou une troisième fois les indépendances. Et que c'est nous qui décidons les prix de vos matières premières. C'est eux qui décident les prix. C'est vraiment, dans ce commerce, hein, c'est l'acheteur, un commerce où l'acheteur décide à quel prix il achète le produit. Tu vois? Et c'est aussi simple, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et donc, en 85, c'est la grosse crise. D'accord? Dans les pays d'Afrique, c'est pas que la Côte d'Ivoire. Et donc, encore une fois, je joue du subterfuge de l'empathie. Je me mets à la place de Dja, donc de Fouad Boigny. Je me dis, mais putain, le gars, il est dans son bureau là. Et puis, on lui a tout imposé. Le gars, il était planteur déjà, syndicaliste. Il a dit, en 44, il était pour qu'on achète ses produits au bon prix. Ça fait 25 ans qu'il est président d'un État indépendant. Il lutte encore. Et rien n'avance. Voilà. Et donc, en fait, ils sont têtus, nos parents, là. Ils ne se posent pas les bonnes questions. D'accord? C'est parce pourquoi ils ne se posent pas moi, c'est ma théorie. Ils ne se posent pas les bonnes questions parce qu'ils sont restés dans leur entre-soi, d'évoluer, de gens qui voulaient faire comme les Blancs, mais qui voulaient être un peu comme les Africains en même temps. Ils ont oublié celles qui ont fabriqué nos sociétés avant. Ils ont oublié les nanas, ils ont oublié les go, ils ont oublié les tantis, ils ont oublié les mamans. Ils ont recousu l'histoire. Voilà, ils ont recousu l'histoire. En pantalon et en redingote, en cravate. Ils ont recousu l'histoire. Alors qu'avant, le plus bel habit du monde, c'était la beauté de ton corps, nu. Maintenant, ils ont recousu l'histoire. Ben, bon, enfin. D'ailleurs, même, j'ai failli faire cette réunion-là, torse nu, mais j'ai décidé de vous aider. Non. Laisse les amis. Ça, ce sera ma dernière question parce que je sais quoi. Attends, je finis rapidement. Donc, ce qui se passe, donc, ce qui se passe, c'est que Pété, la sœur de Dja, elle appelle Dja Huia. Huia, en baoulé, ça veut dire soleil. Soleil. C'est elle qui fait cet homme-là, qui se perd. Et au moment où il est plus perdu, il se retourne vers elle, naturellement. Et puis là, elle lui demande de se souvenir de ce qu'elle leur avait dit au moment où ils dansaient sur la place de la République. Les gens qui les avaient mis en prison, pourchassés, humiliés, 10 ans plus tôt, 10 ans seulement, en 1950, 10 ans seulement plus tôt, ces gens-là leur ont cédé les fauteuils encore chauds et puis ils les ont remplacés. Ils ont noircisé
le pouvoir blanc. Et nos parents se sont laissés subjuguer par ce pouvoir nouveau qu'ils avaient. Et donc, c'est ça que Mamie fêtait, leur rappelait. C'est 85. N'empêche que Marchand et Goba Diouf, même en 1985, peuvent venir dans le bureau de Mais Jazz les comme passes, si ça leur appartenait. c'est FMI, Banque Exactement. mondiale. C'est encore, Oui. c'est pas de la poésie, c'est des faits. Ah non, non, ce sont des faits. Ceci sera ma dernière question avant qu'on aille au tirage au sort. Bon, on va sauter rapidement en 2011. On vient en 2031, création du cartel de la drogue la plus puissante, la plus addictive, la plus facile à produire, la plus répandue dans le monde, qui est le chocolat. Étant donné qu'on a vu les événements de 2011 dont tu parles dans le bouquin, je pense que tu Oui, vas toucher le les point. événements de 2011 sont dans le même bureau Oui. que les événements de 1985. De 1985, exactement. Donc, Mais en fait, ma question, c'est est-ce que quand ces gens qui se réunissent en 2031 là, vont créer leur cartel, est-ce qu'ils ne seront pas aussi combattus comme ceux de 1908, de 44, de 85, de 60, etc. Les non, marchands ne vont pas se laisser faire. mais évidemment, mais c'est trop tard. Regarde. L'histoire de cocaïne que tu as vue là. Donc, ça vient justement de l'idée de la drogue. Le cacao et la feuille de coca viennent du même endroit du monde, l'Amérique centrale. D'accord? Dans la jungle d'Amazonie, là, les ploucs qui sont là-bas, les broussards qui sont là-bas, eux, la feuille de coca, là, ils transforment ça en cocaïne. Il n'y a pas 1 milligramme de cocaïne qui est vendu sur toute la planète qui ne vient pas de là-bas. Pas 1 milligramme. Ces ploucs-là ont réussi ça dans l'illégalité, combattus par les meilleurs services. Ils ont réussi ça. Les Pablo Escobar, là, ils ont réussi. Ils sont à la tête de fortunes qui sont l'équivalent des PIB de dizaines de pays africains réunis. C'est pas compliqué. Et c'est le même produit. C'est exactement les mêmes produits. En Allemagne, on a au Goethe Institut. À Berlin, la grande mode là maintenant, c'est de sniffer le cacao, le chocolat pur. Comme une drogue. Vous verrez ce que font les effets de la théobromine, les effets des flavonoïdes sur le cerveau. C'est devenu la nouvelle drogue de la fête. Je parle bien de chocolat. Je parle bien de chocolat. Pas d'autre chose. Hein. Cacao écrasé, là, c'est de ça que je parle. C'est aussi de la drogue. C'est aussi de la drogue. Et nous qui avons des États organisés, des universités, des universitaires, des diplômés de partout, de polytechnique, de sciences, machin, nous qui avons ça, là, on vend des fèves comme des petits chimpanzés. D'accord? Les gens de Nestlé, là, maintenant même, c'est à Dignago, dans mon village, là, qu'ils vont acheter le cacao. Tu vois? Tellement on est infichu, on est incapable de faire le moindre début de commencement de quoi que ce soit. Donc voilà. Et donc c'est ça, c'est mon utopie, ma dystopie, c'est ça. Ma dystopie de 2031. J'ai fait exprès de choisir une date qui n'est pas si loin que ça. 2031, tout le monde se dit que ça peut être présent à 2031. Je te fais une confidence. J'ai écrit avec des Sud-Africains là, une espèce de super Marvel africain dans lequel, en 2033, il n'y a que 4 pays qui restent des pays africains. On les appelle les RISE. Rwanda, capitale technologique. Ivory Coast, capitale agricole à cause du chocolat. South Africa, capitale financière. Parce qu'on a bouté hors de l'Afrique du Sud toutes les entreprises capitalistes. Et puis Éthiopie, capitale politique. Donc, tu vois, rien qu'à partir du chocolat, j'imagine plein de dystopies. Parce que avec des fèves de cacao, on nous a mis à l'école. Toi, tout le monde.
En Côte d'Ivoire, on nous a mis à l'école en vendant des fèves de cacao. Imagine si on vend de la poudre de chocolat comme on vend de la poudre de cocaïne. Imagine, nos enfants, ce n'est pas à l'école qu'on va les mettre. On va leur construire des huttes sur la Lune. Bon, 2031 n'est pas loin, 2033 n'est pas loin. Ah, merci tellement, Gauze. Je pense qu'on va passer au tirage pour que 5 personnes, il y a wow, Bergeline Domou de Douala qui dit wow, Bergeline, wow. On aurait pu continuer cette discussion-là, en fait, mais parce qu'il y a tellement le livre, parce que c'est pas un roman, en fait, le livre, il est si profond, il y a tellement de choses à... Et donc, on va donner la 116 pages. 116 pages. Lourd mais comme du 116 pages, mais du lourd. Donc, on va donner la chance à 5 personnes, non, de recevoir ce livre-là chez eux et de le lire et d'en discuter encore et encore. Donc, qui fait le tirage? C'est Jules? Bon, je me suis donné la liberté d'enregistrer les participants qui sont là. Et je me suis aussi donné la liberté de faire le tirage au sort électroniquement, c'est-à-dire j'ai enregistré tout le monde dans un tirage au sort électronique en ligne. Je voulais partager mon écran avec vous pour qu'on le fasse ensemble. C'est pas un truc à la bière. Il pas de... Non, pas du tout. C'est pas les élections à la bière. En tout cas, je vais partager mon écran et on verra ensemble. OK, je le fais tout de suite. Je ne fais pas de commentaires. D'accord. Je le fais là et je fais d'abord la liste des participants pour voir s'il y a des revendications. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque? J'ai pris la liberté de être les organisateurs et toute personne qui est dans ce groupe et qui fait partie de l'Institut Goethe, comme ma collègue Liliane de Nairobi, que je n'ai pas ajoutée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette session qui n'a pas son nom là. Pardon? Anna Pané. Anna? Anna. Ouais. Bon, je mets Anna. Elle n'est pas du Goethe. On ne voit pas bien ton écran, hein? On voit pas mon écran. Hein? Bon, j'arrive à lire les noms, mais c'est un peu bizarre là. On voit ton écran. Elle te soupçonne de... C'est la commission électorale. OK, c'est bon? Je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Alors, maintenant, le tirage sort. Non, je stoppe cet écran et je partage l'autre écran. Est-ce que tu as mis TJ Benson? TJ Benson est là. Ouais, ouais. Et Lionel? Bonsoir, TJ. Lionel Michael est là aussi. OK. Wow. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. OK, maintenant, je partage la plateforme où je vais faire le tirage au sort tout de suite. Le tirage au sort électronique. Voilà. Et donc? Là, voilà un peu la plateforme. Je copie tout le monde ici. Et maintenant, on a 11 personnes. Voilà. Une fois que je vais cliquer à tirer, on choisira les 5 premières personnes qui vont s'aligner. C'est ça, aléatoire. Ça va? Ça va okay. chez moi en tout cas. Je clique tirer au sort. Vas-y. Voilà, et voilà notre liste. TJ Benson. On a le 9, TJ Benson, le 1, Bénédicte Towé, le 10, Etienne Gabo. Bénédicte! Le 2, Bergeline Domou et le 4, Gabriel Oxé. Je copie tout ça là et je mets dans le chat. Donc, je pense qu'il faudra contacter Jules, non? Avec vos adresses et tout, pour qu'il vous expédie le livre. C'est comme ça va se passer, non? Je suis content que Bénédicte ait eu le livre. Je dois dire, sur ma page Facebook, elle m'avait écrit en disant, j'attends mon livre là maintenant. Je dis, attends d'abord. Alors, Kouya, je suis désolée. Voilà Kouya qui est il n'y a pas de bouquet. Nous refusons les résultats. C'est aléatoire, c'est un algorithme qui a choisi et bon, c'est comme ça. And we just make sure that the people they've been chosen, that we have the right email address. Est-ce qu'on peut être est-ce que tu assures que tu as l'adresse électronique?
on peut le gérer tout de suite. Là, je vais prier à tout le monde de me saisir l'adresse mail pour que je puisse enregistrer immédiatement. À Jules, hein, on ne veut pas vos adresses à tout le monde. Donc, envoyez ça à Jules. Ouais. Ouais. Et Lionel, tu vas partager avec Bénédicte, non? C'est pas fini? entre-temps, je peux vous dire qu'on a des écouteurs de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, du Kenya, à Busia et Nairobi, du Cameroun, de Nigeria et bien sûr aussi de Namibie. Très bien. Donc, on est Ouais. international encore. Qui de la Côte d'Ivoire même a eu la chance d'être dans ce tirage au sort là? Jamais, nous, on n'est pas dans le tirage au sort. Nous. Oh, On est dans les tirages tout court. Bon, voilà la raison pour laquelle tu n'as pas... Bon, d'accord. Donc, Bien. voilà, je pense qu'on a terminé cette discussion et on a nos 5. Voilà. Oh oui, du Burkina Faso aussi, hein? On a eu Voilà, des auditeurs du Burkina Faso. Ouais. Alors, Donc, moi, je vais en profiter avant que ne s'éteignent les lampions, je vais en profiter pour vous dire à tous vraiment, mais vraiment, vraiment merci. Je suis content que, en plus, déjà que ça se passe en ligne, parce que l'avantage quand c'est fait en ligne, c'est qu'on garde les traces de ce truc-là, qu'on enregistre, qu'on peut le diffuser. Ouais. Et donc, ça participe au corpus de l'enseignement, de l'éducation populaire de tout le monde. Tout le monde n'aura sûrement, dans 1 an ou 2, tout le monde n'aura sûrement pas lu ce livre-là, mais peut-être qu'il y aura encore des gens dans 10 ans qui vont cliquer sur ces liens, dans 20 ans qui vont cliquer sur ces liens, pour comprendre comment tout ceci-là s'est mis en place, pour comprendre qui était là, qui cherchait à comprendre. Ce sont des sujets, c'est vraiment, hein, je crois vraiment que on est arrivé dans une espèce de combat civil, pas de combat, mais d'affirmation civilisationnelle qui est importante. On n'est pas tous obligés de se ressembler, mais on est tous obligés de comprendre ce qui a fait le monde dans lequel on est. Et donc, j'essaie pour ma part, de le faire avec beauté et intelligence. Contribuer et dans le calme et la discipline. Toujours. Voilà. Merci beaucoup, Gauze. Merci, Jules et Detlef. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Merci Gauze et merci Edwige pour cette intéressante discussion. Et je croyais qu'à la fin, je devrais encore vous passer une musique pour clôturer. Attends, mais toi, n'essaie pas de nous déprimer. Hein. Et votre discussion m'a inspiré une très bonne musique de quelqu'un que vous connaissez sûrement. C'est Blick Bassi, qui thématise beaucoup la période coloniale. Et il y a une de ces musiques qui me parle particulièrement. Ça s'appelle Podol. Podol, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Oumyobé. Oumyobé, c'est résistant de la colonisation. On le connaît. Très bien. Donc, fais confiance à nos intelligences. Très bien. I know. Alors, donc, je vous le passe rapidement avant que nous ne nous quittions pour aujourd'hui. J'avoue, chanter une chanson bêtée, hein, s'il vient pas. Non, il a commencé à... Et voilà. Voilà. Bon, sur cette note, je vais vous remercier d'avoir été de nôtres cet après-midi. Merci encore à Edwige. Merci encore à Gauze. Et c'était un plaisir de faire votre connaissance. Et je veux trouver aussi du temps pour lire cette œuvre que je découvre aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, merci encore d'avoir été de nôtres et rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de notre rendez-vous littéraire Digitally Yours. Merci à vous. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.